mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et je vous souhaite un agréable visionnage. Installez-vous confortablement tandis que nous plongeons ensemble dans les profondeurs du temps, vers l'une des plus extraordinaires découvertes archéologiques de notre époque. Un voyage qui nous transportera aux origines mêmes de ce que nous appelons civilisation. Imaginez un monde où l'écriture n'existait pas encore. Un monde sans ville, sans agriculture organisée, sans poterie. Un monde où l'humanité vivait encore de chasse et de cueillette, nomade, suivant les migrations des animaux et les cycles des saisons. Un monde où le feu était la seule lumière dans l'obscurité de la nuit, où chaque jour était une lutte pour la survie, où la nature dictait le rythme de l'existence humaine. C'est dans ce monde, il y a plus de 11 500 ans, que s'est produit l'inexplicable, l'impensable, le bouleversant. Au sommet d'une colline balayée par les vents, dans ce qui est aujourd'hui le sud-est de la Turquie, des hommes et des femmes de l'âge de pierre ont érigé un monument si sophistiqué, si complexe, qu'il défie notre compréhension même aujourd'hui. Imaginez des piliers de calcaire sculptés avec une précision stupéfiante, pesant jusqu'à 20 tonnes, disposés en cercles concentriques parfaits. Imaginez des reliefs d'animaux si détaillés qu'on peut distinguer leurs muscles tendus, leurs yeux vigilants, leur posture menaçante. Comment une société prétendument primitive, sans métal, sans roues, sans bête de somme, a-t-elle pu concevoir et construire un temple monumental qui changerait à jamais notre vision de la préhistoire? Pourquoi ces chasseurs-cueilleurs ont-ils soudainement décidé de déplacer des pierres pesant plusieurs tonnes, requérant des centaines d'heures de travail coordonné? Qui a conçu ces piliers finement sculptés d'animaux sauvages et de symboles abstraits dont la signification reste mystérieuse? Quelle force religieuse, sociale ou cosmique a pu motiver un tel investissement en temps et en énergie à une époque où la simple survie quotidienne demandait déjà tant d'efforts? Et surtout, pourquoi ont-ils délibérément enterré leur création après des siècles d'utilisation, la préservant ainsi parfaitement jusqu'à notre époque, comme un message intentionnellement laissé pour les générations futures? Ce que nous découvrirons ce soir n'est pas simplement l'histoire d'un site archéologique. C'est le récit d'une révolution conceptuelle qui a bouleversé notre compréhension des origines de la civilisation humaine. C'est l'histoire d'une énigme qui continue de défier nos théories les mieux établies. Car Göbekli Tepe ne représente pas seulement un temple. Il représente la possibilité troublante que tout ce que nous pensions savoir sur l'évolution de nos sociétés soit fondamentalement erroné, que l'histoire de notre espèce doive être réécrite, que notre compréhension de ce qui nous a rendus humains soit à repenser entièrement. Le soleil se couche sur les plaines arides de l'Anatolie. Les ombres s'allongent sur un paysage accidenté, rocailleux, semblable à une mer pétrifiée. Le ciel s'embrase de teintes orangées et pourpres tandis que la chaleur de la journée cède progressivement sa place à la fraîcheur de la nuit. Un vent tiède caresse les hautes herbes jaunies par le soleil, portant l'odeur âcre de la terre desséchée, mêlée au parfum subtil des plantes aromatiques qui parviennent à survivre dans ce climat rude. C'est ici, sur cette terre aujourd'hui semi-désertique, que l'humanité a peut-être fait ses premiers pas vers la civilisation, bien avant que le mot même n'existe. Avant la découverte de Göbekli Tepe, notre vision de la préhistoire suivait un schéma apparemment logique et inébranlable, une progression linéaire qui semblait s'imposer naturellement à l'esprit. Pendant des millénaires, les êtres humains ont vécu comme chasseurs-cueilleurs, se déplaçant constamment, habitant des abris temporaires, survivant au jour le jour dans un monde imprévisible et souvent hostile. Cette existence précaire ne leur aurait laissé ni le temps, ni l'énergie, ni l'organisation sociale nécessaire pour développer des structures complexes, qu'elles soient architecturales ou conceptuelles. Puis, progressivement, ils ont appris à domestiquer les plantes et les animaux. Cette révolution néolithique a permis l'établissement des premiers villages permanents. Le blé sauvage, l'orge, les lentilles ont été cultivés intentionnellement. Les moutons, les chèvres,
Les ports ont été apprivoisés, fournissant une source plus fiable de nourriture. La sédentarité a engendré de nouveaux modes de vie, de nouvelles technologies, de nouvelles structures sociales. Avec le temps, ces communautés sont devenues plus grandes, plus organisées, donnant naissance aux premières villes. L'agriculture a produit des surplus alimentaires, permettant à certains membres de la société de se consacrer à des activités non directement liées à la subsistance. L'artisanat spécialisé, le commerce à longue distance, l'administration, le culte. La hiérarchie sociale s'est développée, avec l'émergence d'élites qui contrôlèrent les ressources et dirigeaient les travaux collectifs. Et c'est seulement alors, une fois les besoins fondamentaux satisfaits et une certaine spécialisation sociale atteinte, que l'humanité aurait développé des structures religieuses complexes, des temples monumentaux, des expressions artistiques sophistiquées. L'architecture monumentale, dans ce schéma, serait l'aboutissement d'un long processus évolutif, le luxe d'une société ayant dépassé le stade de la simple survie. Cette théorie, connue sous le nom de théorie du surplus agricole, était la vision dominante, enseignée dans les universités du monde entier. Une théorie qui semblait parfaitement raisonnable, parfaitement logique, parfaitement conforme à notre compréhension de la nature humaine. Une théorie qui expliquait de manière élégante l'émergence des grandes civilisations de l'Antiquité, Mésopotamie, Égypte, vallée de l'Indus, Chine ancienne, toutes fondées sur des systèmes agricoles productifs. Une théorie qui s'est effondrée comme un château de cartes. Un beau jour de 1994, lorsqu'un berger turc, cherchant une brebis égarée, a remarqué une étrange pierre affleurant du sol sur une colline que les locaux appelaient Göbekli Tepe, la colline ventrue. Le monde de la fin du Paléolithique était très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Le dernier âge glaciaire venait de prendre fin. Les grands glaciers qui recouvraient une grande partie de l'hémisphère nord se retiraient, libérant d'immenses territoires, jusque-là inhospitaliers. Les calottes polaires fondaient, faisant monter le niveau des mers, redessinant les côtes, séparant des terres autrefois connectées. Le climat se réchauffait progressivement, transformant des paysages autrefois hostiles en terres plus clémentes, mais créant aussi de nouveaux défis pour les communautés humaines qui devaient s'adapter à ces changements rapides. La région qui abrite aujourd'hui Göbekli Tepe était alors radicalement différente de l'environnement semi-aride que nous observons maintenant. C'était une savane verdoyante, parsemée de chênes et d'amandiers sauvages dont les fruits constituaient une part importante de l'alimentation locale. Des troupeaux d'aurochs, ces imposants ancêtres sauvages de nos bovins domestiques, parcouraient les plaines herbeuses, leurs silhouettes massives se découpant sur l'horizon. Des onagres, ancêtres sauvages des ânes, galopaient en petits groupes nerveux, toujours sur le qui-vive. Des gazelles bondissaient avec une grâce aérienne, leurs cornes en lyre pointées vers le ciel. Des sangliers fouillaient le sol humide à la recherche de racines et de tubercules, leurs défenses acérées brillant au soleil. Les rivières, plus nombreuses et plus abondantes qu'aujourd'hui, regorgeaient de poissons, truites, carpes, brochets, dont les écailles argentées scintillaient sous la surface de l'eau claire. Dans les airs, des nuées d'oiseaux migrateurs suivaient les corridors naturels formés par les vallées fluviales, leurs cris remplissant le ciel au changement de saison. Le gibier était abondant. Attiré par cette mosaïque d'écosystèmes, forêts clairsemées, prairies ouvertes, zones humides, escarpements rocheux, qui offraient nourriture et abri à une multitude d'espèces. C'était un véritable jardin d'Éden naturel. Un lieu où l'abondance des ressources permettait aux groupes humains de prospérer sans avoir besoin de recourir à l'agriculture. Une terre généreuse qui, paradoxalement, a peut-être créé les conditions mêmes qui ont permis l'émergence d'une complexité culturelle et sociale que nous associons habituellement aux sociétés agricoles. Les hommes et les femmes qui habitaient cette région vivaient en petits groupes nomades ou semi-nomades de 20 à 50 individus, liés par des relations de parenté complexes. Ils se déplaçaient au gré des saisons, suivant les migrations des animaux qu'ils chassaient, revenant régulièrement à certains campements favoris
situés près de points d'eau permanents ou de ressources particulièrement abondantes à certaines périodes. Dès de l'année, leurs abris étaient temporaires mais ingénieux. Des structures légères faites de branches et de peaux, faciles à monter et à démonter, parfaitement adaptées à leur mode de vie mobile. Dans les zones où des affleurements rocheux formaient des abris naturels, ils pouvaient établir des campements plus durables, y revenant année après année, y laissant parfois des objets trop lourds ou encombrants pour être transportés constamment. Leurs outils étaient faits de silex, d'obsidienne et d'os, taillés avec une précision remarquable. Les pointes de flèches et de lances, les grattoirs pour préparer les peaux, les burins pour travailler l'os et le bois, les perçoirs pour créer des bijoux, tout un arsenal technique adapté à leurs besoins quotidiens. L'obsidienne, ce verre volcanique noir aux propriétés exceptionnelles pour la taille, était particulièrement prisé et pouvait faire l'objet d'échanges sur des centaines de kilomètres. Ils portèrent des vêtements confectionnés à partir de peaux d'animaux, soigneusement tannés pour les rendre souples, cousus avec des tendons à l'aide d'aiguilles en os. Ces vêtements n'étaient pas les peaux grossières que l'imaginaire populaire attribue souvent aux hommes des cavernes, mais des créations élaborées, parfois décorées de perles, de dents perforées, de coquillages, témoignant d'un sens esthétique développé. Ils ornaient leur corps de colliers, de bracelets, de pendentifs faits de dents, de coquillages et de pierres perforées. Certains se peignaient peut-être le visage et le corps avec des pigments naturels, ocre rouge, charbon de bois, argile colorée, pour des occasions rituelles ou simplement par goût de l'ornementation. Des plumes d'oiseaux, des fourrures particulièrement belles pouvaient compléter ces parures, marquant peut-être le statut social, l'appartenance à un groupe spécifique ou simplement l'expression d'une individualité. Ces chasseurs-cueilleurs du Proche-Orient étaient loin d'être les primitifs que l'on a longtemps imaginés, vivant dans une lutte perpétuelle contre une nature hostile, dans un état de dénuement matériel et intellectuel. Ils possédaient une connaissance approfondie de leur environnement, fruit d'une observation minutieuse transmise de génération en génération. Ils savaient quelles plantes étaient comestibles, lesquelles avaient des propriétés médicinales, lesquelles pouvaient servir à fabriquer des cordages, des teintures, des adhésifs. Ils comprenaient les cycles migratoires des animaux, pouvant prédire avec précision quand tel troupeau passerait par tel col de montagne, quand telle espèce de poisson remonterait telle rivière pour frayer. Ils connaissaient les variations saisonnières, savaient quand les baies seraient mûres, quand les noix tomberaient des arbres, quand les racines seraient les plus riches en amidon. Ils observaient les étoiles et reconnaissaient probablement certaines constellations, s'en servant peut-être pour s'orienter lors de déplacements nocturnes ou pour marquer le passage des saisons. Leur culture était riche en traditions orales, en mythes transmis de génération en génération autour des feux de camp. Des récits qui expliquaient l'origine du monde, la place des humains dans l'ordre cosmique, les relations entre les différentes espèces animales, les raisons des phénomènes naturels comme la foudre, les éclipses, les inondations. Des contes qui encodaient des connaissances pratiques, où trouver de l'eau en période de sécheresse, comment survivre à un hiver particulièrement rigoureux sous forme de paraboles ou d'aventures héroïques. Ils pratiquaient sans doute des rituels, des cérémonies dont nous ne pouvons qu'imaginer la nature, des danses imitant les mouvements des animaux chassés, peut-être pour s'approprier symboliquement leur qualité ou pour assurer le succès de la chasse à venir. Des chants accompagnés d'instruments simples, flûtes en os, tambours en peau tendue sur des cadres en bois, hochets remplis de graines ou de petits cailloux. Des états de transe peut-être, facilités par des mouvements répétitifs, par le rythme hypnotique des percussions, parfois par l'ingestion de plantes aux propriétés psychoactives. Ils enterraient leurs morts avec soin, parfois accompagnés d'objets personnels ou d'ornements, suggérant déjà une forme de croyance en l'au-delà, une conception de l'individu qui transcendait la simple existence biologique. Ces pratiques funéraires, observées dès le paléolithique moyen, témoignent d'une capacité d'abstraction,
d'une projection dans un temps qui dépasse l'expérience immédiate, d'une réflexion sur la nature de l'existence. Mais contrairement à l'image d'Épinal du sauvage, vivant dans une lutte perpétuelle pour sa survie, ces populations jouissaient probablement de périodes d'abondance qui leur laissaient du temps libre. Du temps pour observer, réfléchir, créer. Du temps pour se questionner sur les mystères du monde qui les entourait. Du temps pour développer des techniques artistiques, pour expérimenter de nouvelles méthodes de taille de pierre, pour perfectionner leurs compétences de sculpteur ou de conteur. Du temps, peut-être, pour concevoir un projet aussi ambitieux que Göbekli Tepe. Car l'ethnographie nous apprend que les chasseurs-cueilleurs contemporains, vivant dans des environnements relativement généreux, consacrent souvent moins de temps aux activités de subsistance que les agriculteurs ou même que les travailleurs des sociétés industrialisées. 3 à 5 heures par jour peuvent suffire pour satisfaire les besoins alimentaires, laissant de longues périodes pour le repos, les activités sociales, les jeux, les rituels, la création artistique. Si les conditions étaient similaires pour les habitants du Proche-Orient préhistorique, on peut imaginer qu'ils disposaient d'un surplus de temps et d'énergie qui pouvaient être canalisés vers des projets collectifs de grande envergure. Un aspect souvent négligé de la vie des chasseurs-cueilleurs est leur capacité à coopérer à grande échelle, au-delà des limites de leur groupe immédiat. Bien que vivant en groupe relativement restreint, ils n'étaient pas isolés, repliés sur eux-mêmes dans une lutte solitaire pour la survie. Des recherches récentes suggèrent que ces différentes communautés entretenaient des contacts réguliers, échangèrent des biens, des idées et parfois des partenaires, créant des réseaux sociaux étendus qui pouvaient être mobilisés pour des enterprise collectives. Ces réseaux pouvaient être activés périodiquement lors de rassemblements saisonniers coïncidant avec des moments d'abondance particulière. La migration d'un grand troupeau, la maturation d'une ressource végétale spécifique, la période de frai des poissons dans une rivière. Ces moments de concentration démographique temporaire étaient l'occasion de rituels collectifs, de négociations politiques, d'échanges matrimoniaux, de trocs de biens exotiques. Ils créaient un sentiment d'appartenance à une communauté plus large que le simple groupe de subsistance quotidien. Des réseaux d'échange existaient sur de vastes territoires, bien avant l'apparition de l'agriculture. L'obsidienne, cette pierre volcanique aux propriétés exceptionnelles pour la taille d'outil, pouvait circuler sur des centaines de kilomètres depuis sa source. Des coquillages marins se retrouvent loin dans les terres, transformés en parures. Des motifs artistiques similaires apparaissent dans des régions distantes, suggérant des contacts culturels réguliers. Ces échanges ne concernaient pas seulement des objets matériels, mais aussi des savoirs, des techniques, des idées, des récits. Cette capacité à la coopération intergroupe aurait été essentielle pour un projet de l'envergure de Göbekli Tepe. Car ce que ces hommes et ces femmes du Paléolithique supérieur ont entrepris défie l'imagination, même avec nos connaissances et nos technologies modernes. Imaginez le défi. Extraire des blocs de calcaire pesant plusieurs tonnes, les tailler avec précision sans outils métalliques, les sculpter de reliefs complexes, les transporter sur des centaines de mètres en montée, les ériger en formation circulaire parfaitement agencée. Une entreprise qui aurait nécessité des milliers d'heures de travail coordonné, impliquant peut-être des centaines de personnes issues de différentes communautés. Mais quelles forces ont pu les pousser à se lancer dans une telle entreprise ? Qu'est-ce qui a motivé ces chasseurs-cueilleurs à investir une énergie colossale dans la construction d'un complexe monumental, alors même que la logique de survie aurait semblé dicter une utilisation plus directement productive de leur temps et de leurs efforts? La religion a probablement joué un rôle central. Toutes les sociétés humaines connues ont développé des croyances spirituelles, des explications surnaturelles aux phénomènes qu'elles ne pouvaient comprendre rationnellement. Les cieux étoilés, les cycles lunaires, les saisons, la naissance et la mort. Autant de mystères qui appelaient une interprétation, qui suscitaient une forme de crainte mêlée d'émerveillement. Les forces qui gouvernaient ces phénomènes étaient perçues comme des entités dotées d'intention, d'émotion
de volonté propre, avec lesquels les humains pouvaient et devaient entrer en relation. On peut imaginer que les bâtisseurs de Göbekli Tepe partageaient une cosmologie complexe, une vision du monde structurée autour de forces invisibles qui gouvernèrent leur existence. Les animaux sauvages sculptés sur les piliers, lions, renards, serpents, scorpions, oiseaux rapaces, n'étaient peut-être pas simplement des représentations de la faune locale, mais des êtres dotés de pouvoirs particuliers dans leur mythologie, des incarnations de principes cosmiques, des intermédiaires entre le monde visible et invisible. La présence récurrente de certaines espèces, notamment les renards, les oiseaux rapaces et les serpents, pourrait indiquer leur importance particulière dans le système de croyances locales. Ces animaux, souvent associés à la mort, à la transformation, au passage entre différents mondes dans de nombreuses cultures traditionnelles, jouaient peut-être un rôle similaire dans la cosmologie des bâtisseurs de Göbekli Tepe. Le renard, animal rusé qui se faufile entre les mondes, l'oiseau rapace qui plane entre ciel et terre, le serpent qui mue, symbolisant la régénération, autant de médiateurs potentiels entre le monde des vivants et d'autres réalités. La disposition même des piliers, formant des cercles, pourrait refléter une conception cyclique du temps et de l'existence, où mort et renaissance, destruction et création s'enchaînent perpétuellement. Les piliers en forme de T, étrangement anthropomorphes avec ce qui semble être une tête et des bras stylisés, représentent peut-être des ancêtres mythiques, des êtres spirituels, mi-humains, mi-divins, ou encore des chamans dans un état de transformation rituelle. La curiosité intellectuelle a peut-être aussi joué un rôle significatif. Contrairement aux idées reçues, les humains préhistoriques n'étaient pas intellectuellement inférieurs à nous. Ils possédaient le même potentiel cognitif, la même capacité à s'émerveiller devant les mystères de l'univers, à chercher des explications, à vouloir comprendre leur place dans le cosmos. Leur question fondamentale, d'où venons-nous? Que se passe-t-il après la mort? Pourquoi le monde est-il tel qu'il est? Ne différaient probablement pas tant des nôtres, même si leurs réponses s'inscrivaient dans un cadre conceptuel différent. Göbekli Tepe pourrait avoir été un centre d'observation astronomique, un lieu où les cycles célestes étaient étudiés, interprétés, célébrés. Certains chercheurs ont suggéré que l'orientation des structures pourrait correspondre à des alignements stellaires significatifs, comme le lever de Sirius ou des Pléiades à certaines dates clés de l'année. La position dominante du site, offrant une vue dégagée sur l'horizon dans toutes les directions, aurait facilité de telles observations. Le monument aurait ainsi servi de calendrier céleste, permettant de prédire les changements de saison, les migrations animales, les périodes propices à la collecte de certaines plantes. Cette dimension astronomique s'inscrit dans une longue tradition humaine d'observation du ciel nocturne. Bien avant l'invention de l'écriture, les humains ont reconnu des motifs dans la disposition des étoiles, ont suivi les mouvements des planètes, ont noté les corrélations entre certains phénomènes célestes et terrestres. Cette science primitive, mêlant observation empirique et interprétation mythologique, constituait une forme de connaissance structurée, transmise de génération en génération, constamment affinée par de nouvelles observations. Le pouvoir et le prestige ont certainement joué leur rôle également dans la construction de Göbekli Tepe. La capacité à mobiliser une main-d'œuvre importante, à coordonner un projet architectural ambitieux, témoigne d'une autorité considérable. Les architectes de Göbekli Tepe, quels qu'ils fussent, devaient jouir d'un statut social élevé, d'une influence qui transcendait les limites des groupes individuels, leur permettant de convaincre ou de contraindre de nombreuses personnes à participer à cette entreprise collective. Peut-être existait-il déjà une forme de hiérarchie sociale, une élite de chamans ou de chefs de guerre qui aurait utilisé la construction du temple comme moyen de consolider son autorité, de légitimer sa position privilégiée en l'associant à des forces cosmiques ou ancestrales. Le contrôle de l'accès au site, la supervision des rituels qui s'y déroulaient, l'interprétation des symboles qui y étaient représentés.
Autant de sources potentielles de pouvoir dans une société où le symbolique et le matériel étaient intimement liés. Ou peut-être s'agissait-il d'une entreprise plus égalitaire, fondée sur un consensus entre différentes communautés, unies par des croyances et des rituels communs. Certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs contemporaines manifestent une forte résistance à l'accumulation de pouvoir individuel, développant des mécanismes sociaux complexes pour maintenir une relative égalité. Moquerie rituelle des prétentions. Individuelle, partage obligatoire des ressources, rotation des responsabilités. Si de telles dynamiques existaient à l'époque de Göbekli Tepe, le monument pourrait représenter une œuvre véritablement collective, expression d'une vision du monde partagée plutôt que d'une domination hiérarchique. La compétition entre différents groupes a pu également jouer un rôle moteur. La construction d'un monument imposant pouvait être une façon de démontrer la force, la cohésion, les ressources d'une communauté face à ses voisines et rivales. Une forme de consommation ostentatoire, où le prestige vient précisément de la capacité à investir d'énormes ressources dans des projets non directement utilitaires. On retrouve ce phénomène dans de nombreuses sociétés traditionnelles, des potlatchs des Amérindiens de la côte nord-ouest aux festins compétitifs de Mélanésie. Enfin, il ne faut pas négliger la dimension esthétique et le plaisir de la création. L'art de Göbekli Tepe révèle un souci évident de la beauté, une maîtrise technique impressionnante, un sens aigu de la composition, la finesse des sculptures, l'équilibre des formes, l'harmonie de l'ensemble témoignent d'une recherche qui dépasse la simple fonctionnalité rituelle. Ces sculptures n'étaient pas seulement des symboles religieux, mais aussi des œuvres d'art, créées par des artisans talentueux qui prenaient manifestement plaisir à leur travail, qui cherchaient à exprimer quelque chose qui transcendait l'utilité immédiate. Cette dimension esthétique est trop souvent négligée dans les analyses des sociétés préhistoriques, comme si la beauté était un luxe que seules les civilisations avancées pouvaient te permettre. Pourtant, l'art existe dans toutes les cultures humaines connues, des peintures rupestres de Lascaux aux scarifications corporelles des sociétés traditionnelles d'Afrique, des chants polynésiens aux sculptures inuites. La création artistique répond à un besoin profondément humain d'expression, de communication, de transformation symbolique du monde. Quels que fussent leurs motifs exacts, les bâtisseurs de Göbekli Tepe se sont lancés dans une aventure sans précédent, un voyage vers l'inconnu architectural et organisationnel. Un projet qui a dû soulever d'innombrables défis techniques et logistiques, nécessiter des innovations constantes, mobiliser des ressources considérables sur une longue période. Un projet qui, paradoxalement, pourrait avoir contribué à transformer fondamentalement leur mode de vie, les poussant progressivement vers la sédentarité et l'agriculture qu'ils n'avaient peut-être jamais envisagées au départ. Le site choisi pour cette entreprise monumentale n'était pas anodin, fruit du hasard ou de la simple commodité. Göbekli Tepe, dont le nom signifie « colline ventrue » en turc en référence à sa forme arrondie, est situé au sommet d'une crête montagneuse, à environ 760 mètres d'altitude. Ce n'est pas une montagne imposante, mais dans ce paysage relativement plat, elle constitue un relief significatif, visible de loin, dominant son environnement. De ce promontoire naturel, on jouit d'une vue imprenable sur la plaine de Haran, l'une des régions les plus fertiles du croissant fertile. Cette zone en forme de croissant, qui s'étend de l'Égypte à la Mésopotamie en passant par le Levant, et qui a vu naître les premières expériences agricoles de l'humanité. Le panorama est spectaculaire, embrassant des dizaines de kilomètres dans toutes les directions. À l'horizon sud se profilent les montagnes qui marquent aujourd'hui la frontière entre la Turquie et la Syrie. Leur sommet, souvent coiffé de neige en hiver, se détachant contre le ciel bleu. À l'est s'étend la vallée de l'Euphrate, l'un des grands fleuves qui ont vu naître l'agriculture et les premières civilisations urbaines. Son ruban d'eau et de verdure contrastant avec les tons ocre et brun des terres environnantes. Au nord et à l'ouest, les contreforts du Taurus dessinent une barrière naturelle, séparant cette région des hauts plateaux anatoliens.
C'est un lieu chargé de puissance naturelle, où le ciel semble plus proche, où les levées et couchers de soleil prennent une dimension spectaculaire, où l'on peut se sentir à la fois minuscule face à l'immensité du paysage et investi d'une perspective privilégiée, d'un point de vue qui embrasse un territoire immense, un lieu qui inspire naturellement des sentiments mêlés de crainte et d'émerveillement, qui évoque spontanément une connexion avec des forces qui dépassent l'échelle humaine. Le choix de ce sommet isolé est d'autant plus remarquable qu'il compliquait considérablement la tâche des bâtisseurs, ajoutant des défis logistiques significatifs à un projet déjà extraordinairement ambitieux. Aucune source d'eau n'existe à proximité immédiate du site, la plus proche se trouvant à plusieurs kilomètres. L'approvisionnement en eau, essentiel pour les travailleurs et peut-être pour certains aspects du processus de construction, nécessitait donc un transport constant depuis les points d'eau situés en contrebas. Un effort supplémentaire non négligeable. Les matériaux de construction, d'énormes blocs de calcaire pesant jusqu'à 20 tonnes, devaient être extraits des affleurements rocheux situés en contrebas, puis transportés sur plusieurs centaines de mètres, avec une dénivellation importante. Chaque pilier représentait un défi technique majeur. Extraction du bloc brut, taille grossière sur le lieu d'extraction pour réduire le poids, transport jusqu'au site, finition et sculpture détaillée, érection finale en position verticale. Une chaîne opératoire complexe qui nécessitait une planification minutieuse, une division du travail efficace, une coordination constante entre différentes équipes spécialisées. Cette localisation délibérément difficile d'accès suggère que l'emplacement lui-même avait une signification particulière, que le choix du site répondait à des considérations qui transcendaient la simple praticité. Peut-être était-ce déjà un lieu sacré avant même le début de la construction, associé à des mythes ou des légendes locales, théâtre d'événements significatifs dans l'histoire ou la mythologie du groupe. De nombreuses cultures traditionnelles reconnaissent certains lieux naturels, montagnes, grottes, sources, arbres particuliers, comme intrinsèquement sacrés, habités par des esprits ou des forces surnaturelles. Peut-être sa position dominante en faisait-elle un point de contact privilégié avec les puissances célestes, un lieu où la frontière entre le monde terrestre et les réalités spirituelles était particulièrement ténue. Les hauteurs sont souvent associées au divin dans de nombreuses traditions. Pensons au mont Olympe des Grecs, au mont Sinaï de la tradition biblique, au sanctuaire de montagne des Incas. L'élévation physique semble naturellement se traduire en élévation spirituelle, comme si la distance verticale par rapport au monde ordinaire facilitait le contact avec les réalités transcendantes. Ou peut-être les bâtisseurs cherchaient-ils précisément à s'éloigner des lieux de vie quotidienne, à créer un espace à part, séparé du monde profane, où pourraient se dérouler des activités d'une nature fondamentalement différente. Cette séparation spatiale entre sacré et profane est une caractéristique commune à de nombreuses traditions religieuses. Le temple, le sanctuaire, l'église sont conçus comme des espaces liminaux, des zones de transition entre différentes réalités, où s'appliquent des règles et des comportements spécifiques distincts de ceux de la vie ordinaire. L'isolement relatif du site pourrait aussi avoir eu une fonction pratique, préserver le caractère secret ou exclusif des rituels qui s'y déroulaient. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, les connaissances religieuses ne sont pas accessibles à tous, mais réservées aux initiés, transmises progressivement à travers des rites de passage qui marquent différentes étapes dans l'acquisition du savoir sacré. Göbekli Tepe pourrait avoir été un lieu d'initiation, où les jeunes membres de la communauté recevaient un enseignement ésotérique, où ils étaient introduits au mystère du groupe, où ils subissaient peut-être des épreuves physiques et psychologiques marquant leur transition vers un nouveau statut social. La position élevée du site offrait également des avantages pratiques pour l'observation astronomique, facilitant le repérage des levées et couchers d'étoiles ou de planètes significatives, permettant de suivre avec précision les mouvements du Soleil et de la Lune. Si Göbekli Tepe avait effectivement une fonction de calendrier astronomique, comme certains chercheurs le suggèrent, son emplacement aurait été parfaitement adapté à ce rôle.
offrant un horizon dégagé et des points de référence terrestres stables. Pour les alignements, enfin, on ne peut exclure une dimension politique et territoriale dans le choix du site. Un monument visible de loin, occupant une position dominante, constitue une forme de marquage territorial, une affirmation de présence et de contrôle sur un espace donné. Dans un contexte où différents groupes de chasseurs-cueilleurs exploitaient des territoires qui se chevauchaient partiellement, un tel marquage pouvait avoir une importance significative, servant à la fois de point de repère identitaire pour le groupe constructeur et de signal adressé au groupe voisin. Quoi qu'il en soit, les bâtisseurs ont dû faire face à des défis logistiques considérables, mobilisant des ressources et des compétences qui témoignent d'une organisation sociale sophistiquée, bien loin de l'image simpliste souvent associée aux sociétés de chasseurs-cueilleurs. Sans animaux domestiques pour tirer ou porter les charges, les premières preuves de domestication du bœuf dans la région datent de plusieurs siècles après le début de la construction de Göbekli Tepe, sans roues, sans poulies ou autre machine. Complexe, comment ont-ils transporté ces pierres gigantesques depuis les carrières jusqu'au sommet de la colline ? La réponse la plus probable est par la force des bras et surtout par le nombre. Des études expérimentales d'archéologie ont montré qu'une équipe bien coordonnée de 50 personnes peut déplacer une pierre de 10 tonnes sur une distance significative, en utilisant des rondins de bois comme rouleaux et des cordes pour tirer. Cette technique, attestée dans de nombreuses cultures traditionnelles, permet de répartir l'effort entre de nombreux individus, rendant possible le déplacement de charges qui serait impossible à bouger pour un petit groupe. Avec des centaines de participants, même les monolithes les plus imposants de Göbekli Tepe auraient pu être transportés jusqu'au sommet de la colline. Le processus aurait été lent, laborieux, exigeant une coordination précise entre les différents tireurs, une attention constante pour maintenir la pierre en équilibre sur ses rouleaux, des pauses fréquentes pour repositionner les cordes et les rondins, mais il était techniquement réalisable avec les moyens disponibles à l'époque. Une fois sur le site, l'érection des piliers posait un nouveau défi. Comment dresser verticalement ces énormes blocs de pierre sans grue ni autre dispositif mécanique complexe ? Là encore, plusieurs techniques ont pu être employées, combinant rampes de terre, leviers en bois, contrepoids et surtout main-d'œuvre nombreuse. Des expériences modernes ont démontré qu'il est possible d'ériger des mégalithes comparables en utilisant uniquement des technologies néolithiques, à condition de disposer de suffisamment de bras et d'une bonne organisation du travail. La sculpture des piliers représentait un autre aspect technique remarquable du projet. Travailler la pierre calcaire sans outils métalliques demande patience et habileté. Les sculpteurs de Göbekli Tepe utilisaient probablement des pics et des ciseaux en silex ou en obsidienne. Des abrasifs comme le sable, peut-être des forêts primitifs actionnés par des archets pour les perforations. Le processus était nécessairement lent. Chaque relief représentant des semaines, voire des mois de travail méticuleux. La qualité artistique des sculptures témoigne d'une longue tradition, d'un savoir-faire transmis et perfectionné sur plusieurs générations. Les animaux sont représentés avec un réalisme saisissant, capturant des détails anatomiques précis, des postures caractéristiques, parfois même une suggestion de mouvement ou d'expression. Ce ne sont pas les œuvres d'amateurs ou de débutants, mais d'artistes accomplis, maîtrisant parfaitement leur médium et leur sujet. Mais rassembler un tel nombre de personnes posait un autre problème fondamental, celui de leur subsistance. Comment nourrir tous ces travailleurs pendant les longues périodes nécessaires à la construction ? Les chasseurs-cueilleurs sont généralement mobiles, se déplaçant pour suivre les ressources saisonnières, s'adaptant constamment aux variations de disponibilité alimentaire. Un projet comme Göbekli Tepe impliquait au contraire une certaine sédentarité, au moins temporaire, une concentration de population sur un site spécifique pendant des périodes prolongées. Différentes solutions ont pu être envisagées. Peut-être la construction se déroulait-elle principalement pendant certaines saisons d'abondance particulière, quand les ressources locales pouvaient soutenir une population nombreuse,
Peut-être des équipes se relayaient-elles, chaque groupe travaillant pendant une période limitée avant de retourner à ses activités de subsistance habituelles, remplacées par un nouveau contingent. Ou peut-être, et c'est là une hypothèse particulièrement intéressante, les exigences du projet ont-elles progressivement poussé les communautés impliquées à développer de nouvelles stratégies alimentaires, plus intensives et plus fiables que la simple chasse-cueillette traditionnelle. Des indices subtils, découverts lors des fouilles archéologiques, commençaient à suggérer cette dernière possibilité. Des tessons de poterie primitive découverts dans les couches les plus récentes du site, témoignant peut-être d'un besoin croissant de stockage alimentaire. Des meules en pierre qui auraient pu servir à broyer des grains sauvages, indiquant une exploitation plus systématique de cette ressource. Des ossements d'animaux présentant des caractéristiques intermédiaires entre les formes sauvages et domestiques, suggérant un début de contrôle humain sur certaines espèces. Petit à petit, un tableau plus complexe se dessinait, remettant en question les séquences chronologiques traditionnellement admises. Et si la construction de Göbekli Tepe n'était pas simplement une anomalie extraordinaire, un monument isolé défiant nos catégories habituelles, mais plutôt un indice que notre chronologie habituelle de la préhistoire était fondamentalement erronée. Et si le développement culturel et religieux avait précédé, plutôt que suivi, la révolution agricole? L'histoire conventionnelle, celle que nous avons tous apprise à l'école, nous dit que les humains ont d'abord développé l'agriculture, ce qui a permis la sédentarisation, la spécialisation des tâches et finalement l'émergence de structures sociales complexes incluant la religion monumentale. C'est la séquence logique, rationnelle, celle qui semble découler naturellement des nécessités matérielles. D'abord, assurer sa subsistance de manière stable, puis développer des superstructures culturelles et religieuses. Mais Göbekli Tepe suggère exactement l'inverse. Et si c'était la religion, le besoin de créer des espaces rituels communautaires qui avait poussé les humains à se sédentariser et, par nécessité, à développer l'agriculture? Et si la révolution néolithique n'était pas motivée principalement par des considérations matérielles, sécurité alimentaire, adaptation à des changements climatiques, mais par des aspirations spirituelles, symboliques, sociales? Cette hypothèse révolutionnaire a été formulée par l'archéologue allemand Klaus Schmidt, qui a dirigé les fouilles de Göbekli Tepe de 1995 jusqu'à sa mort prématurée en 2014. D'abord venait le temple, puis la ville, aimait-il à dire, renversant complètement notre vision traditionnelle de l'évolution des sociétés humaines. Cette perspective est d'autant plus fascinante qu'elle résonne avec certains récits mythologiques. Dans de nombreuses traditions, le monde commence par un acte sacré, une création divine, et c'est seulement ensuite que les humains développent les arts de la civilisation. Les mythes d'origine des grandes cultures agricoles, Mésopotamie, Égypte, Mésoamérique, associent souvent l'invention de l'agriculture à une intervention divine, à un don des dieux aux humains, plutôt qu'à une simple innovation technique motivée par des considérations pratiques. Göbekli Tepe pourrait être la première preuve archéologique que ces mythes contiennent un noyau de vérité historique, que la dimension spirituelle et symbolique a joué un rôle moteur, et non simplement secondaire, dans la naissance de ce que nous appelons civilisation. Une perspective qui nous invite à reconsidérer fondamentalement notre compréhension de nous-mêmes, de nos motivations profondes, de ce qui nous définit en tant qu'espèce. Mais avant d'explorer plus avant cette hypothèse fascinante, plongeons-nous dans l'expérience concrète de Göbekli Tepe. Que voyaient, qu'entendaient, que ressentaient ceux qui venaient en ce lieu il y a 11 millénaires? Quelle était l'expérience vécue, sensorielle et émotionnelle d'un pèlerin préhistorique approchant ce sanctuaire mystérieux? Imaginez que vous êtes un chasseur-cueilleur de l'époque, membre d'une petite communauté nomade qui parcourt les plaines et les collines de ce qui est aujourd'hui le sud-est de la Turquie. Vous avez entendu parler de ce lieu extraordinaire par les anciens de votre tribu.
peut-être lors des récits qui rythment les soirées autour du feu de camp. Ils ont évoqué les grands piliers de pierre dressés vers le ciel, les animaux sculptés qui semblent prendre vie à la lueur des torches, les rituels puissants qui s'y déroulent lors de certaines configurations stellaires particulières. Poussé par la curiosité, peut-être aussi par un sentiment religieux, un besoin de connexion avec les forces qui gouvernent votre monde, vous avez décidé d'entreprendre le voyage. Vous avez marché pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, traversant des territoires variés. Plaines herbeuses où paissent les troupeaux d'aurochs, forêts clairsemées de chênes et de pistachiers, collines rocailleuses où les lézards se prélassent au soleil. Au fur et à mesure que vous approchez, vous commencez à percevoir des signes de la présence humaine. Des sentiers bien marqués, convergeant vers une destination commune, des cairns ou des marques sur certains arbres ou rochers, peut-être destinés à guider les voyageurs. Puis, alors que vous êtes encore à plusieurs kilomètres, vous apercevez au loin la silhouette caractéristique de la colline ventrue, se détachant sur l'horizon, attirant votre regard comme un aimant. Plus vous vous rapprochez, plus l'excitation et peut-être aussi l'appréhension montent en vous. Ce lieu est chargé de puissance, de mystère, peut-être même de danger. Les récits que vous avez entendus parlent de transformations profondes, de visions terrifiantes, de rencontres avec des entités non humaines. Certains en reviennent changés à jamais, investis de connaissances nouvelles, de pouvoirs chamaniques. D'autres, dit-on, n'en reviennent pas du tout. Alors que vous entamez l'ascension finale, vous percevez d'abord des sons lointains qui flottent dans l'air, des chants rythmés dont les paroles vous échappent, mais dont la cadence éveille quelque chose de profond en vous. Des tambours dont les battements semblent s'accorder aux pulsations de votre propre cœur. Le murmure d'une foule nombreuse, ponctuée d'éclats de voix, de cris, parfois de rires. Des odeurs vous parviennent également. La fumée âcre des feux de bois, l'arôme entêtant de plantes aromatiques brûlées, peut-être des herbes aux propriétés psychoactives utilisées dans les rituels, l'odeur chaude et animale d'une foule dense, le parfum subtil de nourriture en train de cuire. Viande rôtie, grains torréfiés, racines bouillies. Puis, alors que vous gravissez les derniers mètres de la colline, le spectacle se révèle soudain à vos yeux dans toute sa splendeur et son étrangeté. Sur le plateau sommital s'élève un ensemble de structures circulaires entourées d'une enceinte de pierre soigneusement agencée. Au centre de chaque cercle se dressent d'imposants piliers en forme de T, sculptés dans la pierre calcaire, certains atteignant plus de 5 mètres de hauteur, dominants et mystérieux dans leur géométrie épurée. Ces piliers ne sont pas de simples blocs informes, grossièrement taillés. Ils sont méticuleusement travaillés, polis jusqu'à obtenir une surface lisse et régulière qui contraste avec la rugosité naturelle du calcaire. Leur forme en T est saisissante, évoquant subtilement une silhouette humaine stylisée. La barre supérieure comme une tête, le fût vertical comme un corps. Certains portent même ce qui pourrait être interprété comme des bras sculptés en bas-relief sur leurs côtés, renforçant cette impression anthropomorphe. Et surtout, ils sont couverts de reliefs complexes, sculptés avec une finesse qui défie l'imagination quand on pense aux outils rudimentaires disponibles à l'époque. Des animaux sauvages, renards aux oreilles pointues, sangliers aux défenses menaçantes, lions à la crinière ébouriffée, serpents ondulants, scorpions aux pinces levées, oiseaux rapaces aux ailes déployées, représentés avec un réalisme saisissant, capturant l'essence même de chaque créature. Ces animaux ne sont pas disposés au hasard, mais semblent former des compositions délibérées, peut-être des récits visuels dont la signification vous échappe, mais qui évoquent instinctivement un ordre cosmique, une structure sous-jacente au chaos, apparent du monde naturel. Entre ces figures animales s'intercalent des symboles abstraits, cercles concentriques, croissants, lignes ondulées, formes géométriques complexes, dont la signification vous échappe peut-être, mais qui évoquent sans doute des concepts importants.
dans la cosmologie de ce peuple. Cycle lunaire, mouvements stellaires, principes fondamentaux de l'existence. L'atmosphère est électrique, chargée d'une tension presque palpable. Des centaines, peut-être des milliers de personnes sont rassemblées, venues de différentes régions, parlant peut-être différents dialectes, portant des vêtements, des coiffures, des ornements corporels qui indiquent leur origine diverse. Pourtant, elles semblent unies par un même sentiment de révérence, une même participation à quelque chose qui transcende les différences tribales ou linguistiques. Des feux brûlent à l'intérieur et autour des enceintes. Certains pour des raisons pratiques, chaleur, lumière, cuisson. D'autres manifestement rituels, alimentés d'herbes aromatiques qui produisent une fumée épaisse et odorante. Ces flammes projettent des ombres mouvantes sur les piliers sculptés, donnant vie aux animaux de pierre qui semblent s'animer, danser, se transformer sous vos yeux émerveillés. Des chamans vêtus de peau de bête, le visage peut être couvert de masques effrayants, représentant des animaux ou des entités surnaturelles, conduisent des rituels complexes au centre des enceintes. Leur corps peint d'ocre rouge et noir forment des motifs symboliques, spirales, zigzags, points, lignes, qui accentuent leurs mouvements lors des danses extatiques. Ces danses mimant les mouvements des animaux chassés ou redoutés, l'agilité du renard, la puissance du lion, l'envol de l'oiseau rapace, semblent viser à capter symboliquement les qualités de ces créatures, à établir une connexion entre le monde humain et le monde animal. Peut-être à faciliter la chasse à venir en établissant un lien mystique avec les proies potentielles. Des chants s'élèvent, tantôt individuels, une voix solitaire qui module des mélodies hypnotiques, peut-être des récits mythiques ou des invocations aux esprits, tantôt collectifs, des dizaines de voix s'unissant dans des refrains répétitifs, créant des vagues sonores qui semblent faire vibrer l'air lui-même. Les paroles racontent peut-être la création du monde, les exploits des ancêtres mythiques, les cycles de la vie et de la mort, l'ordre cosmique qui gouverne toute chose. Des instruments accompagnent ces chants, flûtes en os d'oiseaux ou de vautours, produisant des sons aigus et perçants. Tambours faits de troncs évidés ou de peaux tendues sur des cadres en bois, battus avec les mains ou des baguettes, produisant des rythmes complexes qui semblent imiter les battements du cœur ou le tonnerre lointain. Hochets remplis de graines ou de petits cailloux, agités frénétiquement pour produire un bruissement continu, évoquant la pluie ou le vent dans les feuilles. Certains participants semblent en transe, leur corps secoué de mouvements convulsifs, leurs yeux révulsés, leur bouche écumante. Ils sont peut-être en communication directe avec les esprits, voyageant dans d'autres dimensions de la réalité, rapportant des messages ou des visions qui seront interprétés par les anciens. Ces états altérés de conscience sont peut-être facilités par la danse frénétique, par l'hyperventilation, par le jeûne prolongé, parfois par l'ingestion de substances psychoactives, champignons, graines ou racines aux propriétés hallucinogènes. L'odeur de la fumée se mêle à celle des corps en sueur, des offrandes brûlées, viande, graisse animale, plantes aromatiques, des aliments préparés pour le festin qui suivra la cérémonie. Car Göbekli Tepe n'était pas seulement un lieu de culte austère et solennel, mais aussi un lieu de rassemblement social, de célébration communautaire, où différentes communautés se rencontraient, échangeaient des biens, des informations, des techniques, peut-être négocier des alliances ou arranger des mariages entre leurs jeunes membres. Des récipients en pierre, découverts sur le site, contenaient probablement des boissons fermentées, une forme primitive de bière brassée à partir de céréales sauvages comme l'orge ou l'engrain, peut-être additionnée de fruits ou de miel pour en augmenter la teneur en sucre et donc en alcool. Cette bière préhistorique, trouble et épaisse, bien différente de nos boissons modernes, était probablement consommée lors des cérémonies, renforçant le sentiment d'unité collective, abaissant les inhibitions, facilitant les interactions sociales entre groupes habituellement séparés. L'intoxication alcoolique faisait peut-être partie intégrante de l'expérience rituelle.
facilitant l'accès à des états de conscience altérés, perçus comme des moments de communion avec les forces surnaturelles. De nombreuses cultures traditionnelles considèrent l'ivresse non comme un simple divertissement, mais comme un état sacré, une forme de possession divine, une dissolution temporaire des frontières de l'ego, permettant une connexion plus directe avec le monde spirituel. La violence était également présente, aspect incontournable de la relation complexe que les humains entretiennent avec le sacré. Des ossements humains découverts sur le site portent des marques de découpe intentionnelles, de décharnement méthodique. Certains crânes semblent avoir été traités d'une manière particulière, peut-être exposés sur des pieux ou des étagères comme le suggèrent certaines sociétés traditionnelles documentées par l'ethnographie. Certains chercheurs y voient avoir la preuve de pratiques sacrificielles, d'offrandes humaines aux forces surnaturelles dans des moments de crise particulière, sécheresse prolongée, épidémies, conflits intertribales, ou pour marquer des événements cosmiques significatifs, éclipses, apparition d'une comète, alignement stellaire particulier. D'autres les interprètent comme des rituels funéraires particuliers, peut-être réservés à des individus de haut rang, chamans, chefs de guerre, anciens respectés, impliquant un traitement spécifique du corps après la mort, visant à libérer l'esprit ou à transformer le défunt en ancêtre protecteur. La frontière entre vénération et crainte est souvent ténue dans les religions primitives, où les puissances sacrées sont perçues comme ambivalentes, capables de bénédiction comme de malédiction, de création comme de destruction. Les piliers anthropomorphes de Göbekli Tepe, avec leurs reliefs d'animaux dangereux ou prédateurs, évoquent cette ambiguïté fondamentale du sacré, à la fois attractif et terrifiant, source de vie et de mort. Pour vous, visiteurs hypothétiques de cette époque, l'expérience aurait été profondément impressionnante, peut-être terrifiante, certainement transformatrice. Göbekli Tepe était manifestement un lieu où les règles ordinaires de la vie quotidienne étaient suspendues, où les catégories habituelles, humain, animal, vivant, mort, visible, invisible, devenaient floues, où l'on entrait en contact avec des forces qui dépassaient l'entendement humain ordinaire. Les rituels auxquels vous participeriez, peut-être après une période de préparation impliquant purification, jeûne, isolation, viseraient probablement à vous faire vivre une expérience directe de ces réalités normalement inaccessibles. Qu'il s'agisse d'initiation à l'âge adulte, de guérison chamanique, de divination pour connaître l'avenir de la communauté, ou simplement de célébrations cycliques renforçant les liens sociaux, ces cérémonies vous marqueraient profondément, physiquement et psychologiquement. Cette dimension psychologique est essentielle pour comprendre l'impact que de tels monuments pouvaient avoir sur les sociétés préhistoriques. Göbekli Tepe n'était pas simplement une prouesse architecturale, un tour de force technique, mais une machine à produire du sens, à créer une expérience transcendante qui renforçait la cohésion sociale et légitimait l'ordre existant. Ou peut-être, au contraire, annonçait un ordre nouveau, une transformation imminente du mode de vie et des structures sociales. Car Göbekli Tepe a été construit à une période charnière de l'histoire humaine, au moment précis où certaines communautés commençaient à expérimenter avec la domestication des plantes et des animaux, où le mode de vie nomade millénaire des chasseurs-cueilleurs commençait à céder la place à un nouveau paradigme d'existence, fondé sur la sédentarité et la production alimentaire intentionnelle. Le site lui-même n'a pas livré de preuves directes d'agriculture. Pas de restes de plantes domestiquées, pas d'outils agricoles spécifiques comme des fossiles à lame de silex. Mais dans la même région, à peine quelques siècles plus tard, on trouve les premiers villages néolithiques avec des preuves claires de culture de céréales et d'élevage. Des sites comme Nevali Chori, Sayenu, Achikle-Öyük témoignent d'une transition progressive mais irréversible vers un mode de vie radicalement nouveau. Cette coïncidence temporelle et géographique est troublante. Elle suggère que Göbekli Tepe pourrait avoir joué un rôle catalyseur dans la transition vers l'agriculture et la sédentarité, qu'il ne s'agit pas d'une simple corrélation,
mais peut-être d'une relation causale. Une hypothèse révolutionnaire qui remet en question notre compréhension traditionnelle des motivations humaines et de l'évolution sociale. Comment un temple pourrait-il avoir influencé une transformation aussi fondamentale du mode de vie humain? Par différents mécanismes, probablement, qui se sont renforcés mutuellement dans une spirale de changement accéléré. D'abord, comme nous l'avons vu, la construction et l'entretien d'un tel monument exigeaient la présence régulière d'un grand nombre de personnes au même endroit. Cette concentration humaine créait un besoin alimentaire que la simple chasse et cueillette pouvait difficilement satisfaire de manière durable dans un périmètre limité. Les ressources naturelles locales, même abondantes, finissaient par s'épuiser face à une exploitation intensive et prolongée. La culture intentionnelle de céréales sauvages à proximité du site aurait pu apparaître comme une solution logique à ce problème. Une façon d'augmenter la productivité d'un territoire limité pour soutenir une population temporairement concentrée. Cette agriculture primitive, probablement d'abord une simple protection et encouragement des plantes sauvages utiles, avant une véritable sélection et modification génétique, aurait été initialement un complément à la chasse et à la cueillette, non un remplacement. De même, le maintien de certains animaux en captivité, peut-être d'abord pour des raisons rituelles, comme offrande vivante ou incarnation de puissance sacrée, aurait pu progressivement évoluer vers un élevage plus systématique à mesure que les avantages pratiques de cette pratique devenaient évidents. Accès régulier à la viande, au lait, aux peaux, sans les aléas et les dangers de la chasse. Ensuite, Göbekli Tepe était manifestement un centre religieux régional, attirant des pèlerins de zones éloignées, servant de point focal pour des réseaux sociaux étendus. Ces rassemblements périodiques favorisaient l'échange d'idées, de techniques, de semences, de reproducteurs animaux. Si certains groupes avaient commencé à expérimenter avec la culture de plantes ou l'apprivoisement d'animaux, ces innovations pouvaient se diffuser rapidement à travers ces réseaux de contacts, accélérant le processus de transition. Un chasseur-cueilleur isolé aurait peu d'incitation à modifier radicalement son mode de vie, surtout si celui-ci fonctionne relativement bien dans son environnement. Mais dans un contexte de compétition et d'émulation sociale, où différents groupes se rencontrent régulièrement, observent les pratiques des autres, cherchent à impressionner leurs voisins, l'adoption d'innovations devient plus probable, même si elles impliquent initialement plus de travail ou d'incertitude. De plus, le site lui-même témoigne d'une capacité d'organisation sociale impressionnante. La planification et l'exécution d'un projet architectural aussi complexe impliquaient nécessairement une hiérarchie, une répartition des tâches, une coordination efficace entre différentes équipes spécialisées, carriers, transporteurs, sculpteurs, organisateurs de rituels. Ces structures sociales, une fois établies pour les besoins du culte, pouvaient facilement être adaptées à d'autres entreprises collectives, comme l'agriculture organisée. L'existence d'une autorité capable de mobiliser des ressources importantes pour un projet non directement lié à la subsistance quotidienne suggère déjà une forme de stratification sociale, avec des individus ou des groupes jouissant d'un prestige et d'un pouvoir particulier. Ces élites émergentes auraient eu tout intérêt à encourager la sédentarisation et l'intensification de la production alimentaire, qui renforce leur contrôle sur la population et les ressources. Enfin, et c'est peut-être le plus important, Göbekli Tepe reflète une transformation profonde de la relation entre les humains et leur environnement. Les animaux sauvages sculptés sur les piliers, lions, renards, sangliers, oiseaux rapaces, sont représentés avec un mélange de respect et de domination. Ils ne sont plus simplement des créatures avec lesquelles les humains coexistent dans un équilibre écologique, mais des symboles, des objets de manipulation rituelle, des entités sur lesquelles on cherche à exercer un contrôle, fût-il symbolique. Cette objectivation du monde naturel, cette mise à distance symbolique, pourrait avoir facilité psychologiquement le passage à une relation plus interventionniste avec la nature, caractéristique de l'agriculture. Le chasseur-cueilleur se considère généralement comme partie intégrante de l'écosystème.
dépendant de ses équilibres, soumis à ses rythmes. L'agriculteur, lui, cherche à contrôler et transformer son environnement, à imposer sa volonté au monde naturel, à réorganiser le paysage selon ses besoins. Les rituels pratiqués à Göbekli Tepe, quels qu'ils fussent exactement, ont peut-être contribué à cette transformation conceptuelle, à ce changement de perspective sur la place de l'humanité dans le monde naturel. En créant un espace architectural qui dominait visuellement le paysage, en représentant les animaux comme des objets de contemplation et de manipulation symbolique, en établissant des correspondances entre ordre céleste et ordre terrestre, les bâtisseurs du temple posaient les fondements intellectuels et spirituels d'une nouvelle relation à l'environnement. Ainsi, Göbekli Tepe pourrait avoir été à la fois le reflet et le moteur d'une révolution conceptuelle majeure, un changement de paradigme dans la façon dont les humains se percevaient eux-mêmes et concevaient leur place dans le monde. Une transformation qui allait avoir des conséquences dramatiques, irréversibles, sur l'évolution ultérieure des sociétés humaines et sur la planète entière. Mais cette révolution, si elle a bien eu lieu, n'a pas été immédiate ni linéaire. L'histoire de Göbekli Tepe, elle-même, témoigne d'une évolution complexe, marquée par des phases de construction, d'utilisation, d'abandon et de réutilisation, s'étendant sur plus d'un millénaire et demi, une période considérable à l'échelle humaine. Les fouilles archéologiques ont révélé au moins 3 phases principales d'occupation, couvrant une période d'environ 1500 ans, de 9600 à 8000 avant notre ère environ, selon les datations au radiocarbone les plus récentes. La phase la plus ancienne, datée d'environ 9600 à 8800 avant notre ère, est aussi la plus impressionnante du point de vue architectural et artistique. C'est à cette période que correspondent les grandes enceintes circulaires avec leurs imposants piliers en T, richement décorés de reliefs animaliers complexes. Ces structures monumentales témoignent d'une capacité de mobilisation et d'organisation sociale remarquable, d'un investissement massif en temps et en énergie, d'une vision architecturale ambitieuse et cohérente. Les piliers de cette phase présentent les sculptures les plus élaborées, avec une prédominance d'animaux dangereux ou prédateurs. Lions, taureaux sauvages, renards, sangliers, serpents, scorpions, oiseaux rapaces. Cette iconographie suggère une préoccupation pour les forces menaçantes du monde naturel. Peut-être une tentative de les apaiser ou de les contrôler rituellement. La chasse devait encore constituer une part importante de l'alimentation. Et ces animaux représentaient à la fois des proies potentielles et des concurrents ou des dangers. La deuxième phase, entre 8800 et 8400 avant notre ère approximativement, voit une modification significative de l'architecture. Les enceintes deviennent plus petites, rectangulaires plutôt que circulaires. Les piliers sont moins nombreux et moins imposants, souvent intégrés dans des murs de pierre plutôt que disposés en cercle. Les reliefs sculptés sont moins fréquents et généralement plus simples, avec une réduction notable des représentations d'animaux dangereux. On observe également l'apparition de bâtiments qui pourraient avoir eu une fonction résidentielle, suggérant une présence humaine plus permanente sur le site. Des foyers, des zones de stockage, des espaces qui semblent dédiés à la préparation alimentaire indiquent une utilisation plus quotidienne, moins exclusivement cérémonielle du lieu. Cette évolution pourrait refléter une sédentarisation progressive des communautés impliquées, peut-être liée à un développement de pratiques agricoles dans les environs immédiats. La troisième phase, entre 8400 et 8000 avant notre ère environ, correspond à un déclin progressif de l'activité monumentale. Les nouvelles constructions sont rares, de taille modeste, souvent de simples remaniements ou réparations de structures existantes. L'art sculptural devient minimal, limité à quelques motifs géométriques simples. On trouve en revanche davantage de traces d'activité quotidienne. Foyers nombreux, outils de mouture en abondance, restes alimentaires variés, suggérant une intensification de l'occupation domestique. Göbekli Tepe semble évoluer d'un centre cérémoniel pur, dédié exclusivement à des activités rituelles périodiques,
vers un établissement plus conventionnel, où coexistent fonctions religieuses et activités quotidiennes. Cette transformation pourrait refléter des changements plus larges dans l'organisation sociale et économique des communautés environnantes, peut-être liée à l'adoption progressive de l'agriculture et de l'élevage. Puis, vers 8000 avant notre ère, se produit un événement extraordinaire, peut-être aussi significatif que la construction initiale du site. Göbekli Tepe est délibérément enterré. Des milliers de mètres cubes de terre et de gravats sont apportés pour recouvrir entièrement les structures. Les piliers sculptés, les enceintes circulaires, les bâtiments rectangulaires, tout disparaît sous un monticule artificiel de sédiments. Ce n'est pas un abandon progressif, où les structures auraient été lentement recouvertes par les poussières et débris accumulés au fil des siècles. C'est une action concertée, planifiée, qui a nécessité presque autant d'efforts que la construction initiale. Un geste collectif qui pose d'innombrables questions sur les motivations de ceux qui l'ont accompli. Les raisons de cet enfouissement restent mystérieuses. S'agissait-il d'un acte rituel, une forme de mise à mort symbolique du temple, peut-être liée à un changement fondamental dans les croyances religieuses? D'une tentative de préservation face à une menace extérieure, invasion, conflit intertribal, crise environnementale, ou simplement d'un changement radical dans les pratiques culturelles, rendant le site obsolète ou inapproprié selon de nouveaux critères religieux. L'hypothèse d'un acte rituel délibéré est renforcée par des pratiques similaires observées dans d'autres contextes néolithiques. De nombreuses cultures ont pratiqué l'enterrement rituel d'objets ou de lieux significatifs, maisons incendiées puis recouvertes de terre, objets précieux délibérément brisés puis enfouis, statues ou figures cultuelles ensevelies avec soin. Ces actes peuvent être interprétés comme des façons de clore une phase, de marquer une transition, de préserver symboliquement quelque chose en le soustrayant au monde visible. Si l'enfouissement de Göbekli Tepe était effectivement lié à un changement religieux majeur, celui-ci coïncide de manière troublante avec la transition vers l'agriculture pleinement développée dans la région. Vers 8000 avant notre ère, les communautés du croissant fertile adoptent massivement un mode de vie agricole et pastoral, construisent des villages permanents avec architecture en briques de terre, développent la poterie à grande échelle, intensifient les échanges à longue distance. Ce changement de mode de vie implique nécessairement une transformation des conceptions religieuses. Les divinités associées à la chasse et aux animaux sauvages cèdent progressivement la place à des cultes liés à la fertilité agricole, au cycle de croissance des plantes, à la domestication animale. Les symboles et les rituels qui avaient du sens pour des chasseurs-cueilleurs deviennent peut-être inadéquats, voire tabous, dans le contexte d'une société agricole émergente. L'enfouissement pourrait ainsi représenter une forme de transition rituelle entre deux mondes. Celui des chasseurs-cueilleurs avec leur cosmologie centrée sur les animaux sauvages et les forces naturelles incontrôlables, et celui des premiers agriculteurs, avec une vision du monde plus interventionniste, plus axée sur le contrôle humain de l'environnement et sur les cycles de vie végétale. Quoi qu'il en soit, c'est grâce à cet enterrement volontaire que Göbekli Tepe a été préservé dans un état remarquable jusqu'à notre époque. Protégés par leur linceul de terre, les piliers sculptés ont traversé les millénaires, conservant la fraîcheur de leur relief, nous permettant de contempler directement l'art et les symboles d'une époque dont nous n'avions jusque-là que des traces fragmentaires, des indices indirects. Cette préservation exceptionnelle constitue une fenêtre unique sur un moment crucial de l'histoire humaine, une transition qui allait transformer fondamentalement notre relation au monde et à nous-mêmes. Sans l'enfouissement délibéré du site, cette fenêtre serait restée fermée, nous privant d'une pièce essentielle du puzzle de nos origines. Paradoxalement, alors que Göbekli Tepe était enseveli, disparaissant physiquement et sans doute aussi de la mémoire collective, la révolution néolithique qu'il avait peut-être catalysée prenait son essor dans toute la région. Les premiers villages agricoles permanents apparaissaient, comme celui de Nevali Sori, situé à seulement quelques kilomètres, avec ses maisons rectangulaires en pierre, ses espaces communautaires,
ces structures qui évoquent en miniature certains aspects de Göbekli Tepe. La poterie était inventée, permettant le stockage efficace des grains et la cuisson des aliments, transformant radicalement les pratiques culinaires et la conservation alimentaire. Les premiers récipients en terre cuite, d'abord simples et utilitaires, allaient rapidement devenir des supports d'expression artistique, des marqueurs d'identité culturelle, des objets d'échange et de prestige. La métallurgie faisait ses premiers pas avec l'utilisation de cuivre natif martelé à froid pour créer de petits ornements et outils. Cette technologie, encore embryonnaire, contenait déjà en germe les transformations majeures que la maîtrise des métaux allait apporter aux sociétés humaines. Armes plus efficaces, outils plus durables, nouveaux types d'ornements et de symboles de statut. Les réseaux d'échange s'intensifiaient, transportant sur des distances toujours plus grandes des matériaux exotiques. Obsidienne, coquillages marins, pierres semi-précieuses, mais aussi des idées, des techniques, des croyances. Ces connexions interrégionales allaient jouer un rôle crucial dans la diffusion des innovations, dans l'émergence de complexes culturels étendus et finalement dans le développement des premières civilisations urbaines. Les fondements de ce que nous appelons civilisation se mettaient en place, pierre par pierre, innovation par innovation, dans un processus qui allait mener, quelques millénaires plus tard, à l'émergence des premières cités-États de Mésopotamie, avec leur écriture, leurs temples monumentaux, leur organisation sociale hiérarchisée, leur économie complexe. Et pendant près de 10 000 ans, Göbekli Tepe est resté oublié, sa silhouette formant une colline artificielle dans le paysage, connue seulement des bergers locaux qui y faisaient paître leurs troupeaux, ignorant complètement les trésors enfouis sous leurs pieds. Les empires se sont succédés dans la région, Hittites, Assyriens, Babyloniens, Perses, Grecs, Romains, Byzantins, Arabes, Ottomans, chacun laissant sa marque sur le paysage, chacun développant ses propres monuments, ses propres systèmes religieux, ignorant l'existence de ce précurseur préhistorique. Ce n'est qu'en 1963 qu'une équipe d'archéologues américains et turcs, dirigée par Peter Benedict, a identifié le site comme potentiellement intéressant lors d'une étude régionale des sites préhistoriques du sud-est de la Turquie. Mais ils l'ont interprété comme un cimetière byzantin, ne soupçonnant pas son ancienneté réelle ni son importance. Quelques outils en silex collectés en surface ont été notés, mais n'ont pas suscité d'intérêt particulier. Göbekli Tepe est retombé dans l'oubli pour 3 décennies supplémentaires. Il a fallu attendre 1994 pour que Klaus Schmidt, un archéologue allemand travaillant pour le musée archéologique d'Istanbul, reconnaisse la véritable nature de Göbekli Tepe. Familier avec les sites néolithiques de la région, pour avoir travaillé à Nevalyssori, un site qui présentait des piliers en T similaires mais de taille plus modeste, Schmidt a immédiatement compris le potentiel exceptionnel de Göbekli Tepe. Dès sa première visite, Schmidt a compris qu'il avait affaire à quelque chose d'exceptionnel. Les fragments de silex taillés éparpillés sur la surface indiquaient une occupation préhistorique, et un pilier en T partiellement exposé suggérait une architecture monumentale d'un type alors inconnu pour cette période. Avec une intuition remarquable, il a décidé de consacrer le reste de sa carrière à l'exploration de ce site, convaincu qu'il recelait des découvertes fondamentales pour notre compréhension de la préhistoire. Les fouilles ont commencé l'année suivante, en 1995, sous l'égide du musée archéologique de Şanlıurfa et de l'Institut archéologique allemand. Dès les premières campagnes, des découvertes spectaculaires ont confirmé l'importance du site. Des enceintes circulaires monumentales, des piliers en T richement décorés, une stratigraphie indiquant une occupation très ancienne, antérieure à l'invention de la poterie et à l'agriculture pleinement développée. Ces découvertes ont immédiatement suscité l'intérêt de la communauté archéologique internationale. Göbekli Tepe remettait en question des paradigmes établis, forçant à reconsidérer la chronologie traditionnelle de l'évolution culturelle.
Comment des chasseurs-cueilleurs supposément primitifs avaient-ils pu concevoir et construire des monuments aussi sophistiqués? Quelle organisation sociale complexe cela impliquait-il? Quelles croyances religieuses avaient motivé un tel investissement? Les fouilles se poursuivent encore aujourd'hui, plus de 25 ans après leur début, révélant progressivement l'ampleur et la complexité du site. Klaus Schmidt a dirigé les travaux jusqu'à sa mort prématurée en 2014, établissant des méthodologies rigoureuses, formant une nouvelle génération d'archéologues, posant les bases d'une interprétation révolutionnaire de Göbekli Tepe et de ses implications pour notre compréhension de la préhistoire. À ce jour, moins de 10% de Göbekli Tepe a été exploré. Des dizaines d'enceintes restent à découvrir, enfouies sous la colline artificielle. Les prospections géophysiques, utilisant des techniques non invasives comme le radar à pénétration de sol ou la résistivité électrique, ont révélé la présence de nombreuses structures encore intactes, attendant d'être mises au jour par les générations futures d'archéologues. Chaque nouvelle saison de fouilles apporte son lot de surprises, de découvertes inattendues qui enrichissent et parfois compliquent notre compréhension du site. En 2018, des archéologues ont découvert un pilier orné d'une représentation humaine, la première du site, modifiant notre perception de l'iconographie de Göbekli Tepe, jusque-là dominée par les figures animales et les symboles abstraits. En 2020, une équipe a identifié des traces de pigments sur certains reliefs, suggérant que les sculptures étaient originellement peintes en couleurs vives, rouge, noir, peut-être blanc et jaune, ajoutant une dimension supplémentaire à notre appréciation de l'art préhistorique, trop souvent perçu à travers le prisme monochrome de la pierre nue que nous voyons aujourd'hui. Des analyses de résidus organiques sur des récipients en pierre ont révélé des traces de boissons fermentées, confirmant l'hypothèse d'une consommation rituelle d'alcool. Des études paléobotaniques ont identifié des pollens et des phytolithes de céréales sauvages, suggérant une exploitation intensive de ces ressources, peut-être un premier pas vers leur domestication. L'analyse des ossements animaux a montré une prédominance d'espèces sauvages, confirmant le statut de chasseurs-cueilleurs des bâtisseurs, mais avec quelques spécimens présentant des caractéristiques intermédiaires. Peut-être témoins des premiers stades de domestication. Mais au-delà des découvertes spécifiques, c'est l'impact global de Göbekli Tepe sur notre compréhension de la préhistoire qui est véritablement révolutionnaire. Ce site unique nous a forcés à reconsidérer certaines de nos hypothèses les plus fondamentales sur l'évolution des sociétés humaines, sur les moteurs du changement culturel, sur la nature même de ce que nous appelons civilisation. D'abord, il a démontré de manière éclatante que des structures monumentales complexes pouvaient être conçues et construites par des sociétés de chasseurs-cueilleurs, avant l'avènement de l'agriculture et de la sédentarité. Cela remet en question l'idée longtemps dominante selon laquelle seules des communautés agricoles sédentaires, avec leur surplus alimentaire et leur organisation hiérarchique, pouvaient entreprendre de grands projets architecturaux. Göbekli Tepe prouve que la motivation idéologique, religieuse, symbolique, sociale peut précéder et peut-être même stimuler les transformations économiques et non simplement en découler. Ensuite, Göbekli Tepe suggère que la religion organisée et l'expression symbolique complexe sont peut-être apparues plus tôt que nous ne le pensions dans l'histoire humaine, et qu'elles ont joué un rôle plus central dans l'évolution des sociétés. Les piliers sculptés témoignent d'un système de croyances élaboré, d'une mythologie riche, d'une capacité à conceptualiser et représenter des idées abstraites. Cette dimension symbolique n'est pas un simple épiphénomène, une superstructure dérivée des conditions matérielles, mais peut-être une force motrice fondamentale dans le développement humain. Le site a également révélé que les réseaux d'échange et d'influence étaient beaucoup plus étendus à cette période qu'on ne l'imaginait auparavant. Des objets découverts à Göbekli Tepe, coquillages marins provenant de la Méditerranée distante de plus de 100 km, obsidiennes des volcans d'Anatolie centrale, situés à plusieurs centaines de kilomètres,
pierres semi-précieuses dont l'origine reste à déterminer, indiquent des contacts réguliers sur de longues distances, une mobilité et une interconnexion qui dépassent largement l'image traditionnelle de petits groupes isolés et autosuffisants. Enfin, comme nous l'avons vu, Göbekli Tepe a renversé notre compréhension de la relation entre religion et agriculture. Plutôt que de voir l'émergence de cultes organisés comme une conséquence de la sédentarisation agricole, nous devons désormais envisager la possibilité que les besoins du culte aient été l'un des moteurs de la transition vers l'agriculture. Cette inversion de la causalité traditionnellement admise a des implications profondes pour notre compréhension des motivations humaines et des dynamiques du changement social. Cette réévaluation s'inscrit dans une tendance plus large en archéologie préhistorique. La reconnaissance que les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur et du Mésolithique étaient capables d'organisation sociale beaucoup plus complexe qu'on ne le supposait traditionnellement. Loin d'être des primitifs, vivant au jour le jour dans une lutte perpétuelle pour la survie, ces sociétés développaient des structures sociales élaborées, des expressions artistiques sophistiquées, des systèmes symboliques complexes, des réseaux d'échanges étendus. D'autres sites découverts récemment viennent confirmer cette vision plus nuancée de la préhistoire. À Jéricho, en Palestine, des archéologues ont mis au jour une tour de pierre massive datant d'environ 8300 avant notre ère, construite avant la pleine sédentarisation de la communauté. À Çatalhöyük, en Turquie centrale, un vaste établissement néolithique révèle une société qui, bien qu'agricole, accordait une importance centrale aux pratiques rituelles et à l'expression symbolique, avec des peintures murales complexes, des installations cultuelles élaborées, des pratiques funéraires sophistiquées. Même en Europe, des découvertes comme celle du cercle de Goseck en Allemagne, un enclos circulaire datant d'environ 4900 avant notre ère, suggèrent que des structures cérémonielles complexes étaient construites par des communautés encore largement dépendantes de la chasse et de la cueillette, bien avant l'adoption généralisée de l'agriculture dans ces régions. Ces exemples, et bien d'autres, dessinent un tableau plus nuancé de la préhistoire humaine. La transition du nomadisme à la sédentarité, de la chasse-cueillette à l'agriculture, n'a pas été un processus simple et linéaire, une révolution soudaine motivée uniquement par des considérations pratiques, mais plutôt une mosaïque de situations diverses, où différentes communautés ont expérimenté différentes stratégies de subsistance et d'organisation sociale, influencées par des facteurs multiples, environnementaux, démographiques, technologiques, mais aussi symboliques, religieux, idéologiques. Dans ce contexte, Göbekli Tepe apparaît moins comme une anomalie inexplicable que comme le témoin particulièrement spectaculaire d'une capacité humaine fondamentale, celle de s'organiser collectivement autour de projets significatifs, motivés non pas simplement par la nécessité matérielle, mais par des aspirations symboliques, esthétiques, spirituelles. Cette perspective nous invite à repenser notre propre relation à l'architecture monumentale, à ces constructions qui dépassent largement les besoins pratiques immédiats et qui pourtant occupent une place centrale dans presque toutes les cultures humaines connues. Les cathédrales médiévales, avec leurs flèches élancées défiant les lois de la gravité, leurs vitraux multicolores filtrant la lumière, leurs sculptures narrant l'histoire sacrée, les temples hindous de l'Inde, avec leurs tours richement décorées, s'élevant en gradins vers le ciel, leurs bassins sacrés, leurs sanctuaires intérieurs plongés dans une pénombre mystique, les mosquées ottomanes, avec leurs dômes majestueux, leurs minarets élancés, leurs cours intérieures où l'eau coule, paisiblement, mais aussi les gratte-ciels modernes ou les stades olympiques, expression contemporaine du même besoin humain de créer des espaces qui transcendent l'ordinaire. Toutes ces structures s'inscrivent dans une tradition dont Göbekli Tepe représente peut-être la première expression connue. Elles témoignent d'un désir profondément humain de créer des espaces qui transcendent l'ordinaire, qui incarnent des valeurs collectives, qui connectent le terrestre et le céleste, le visible et l'invisible.
le quotidien et l'exceptionnel. Des espaces qui, par leur simple existence, affirment « nous sommes plus que des êtres biologiques préoccupés par notre survie immédiate. Nous sommes des créateurs de sens, des tisseurs de récits, des bâtisseurs de monde. » Mais Göbekli Tepe nous rappelle aussi la fragilité de ces constructions humaines, l'impermanence des œuvres, même les plus monumentales, les plus apparemment éternelles. Ce temple imposant, qui a dû sembler indestructible à ses bâtisseurs, qui était sans doute au centre de leur univers conceptuel et spirituel, a finalement été abandonné, enterré, oublié. Les croyances qui l'ont inspiré, les rituels qui s'y déroulaient, les mythes qu'il incarnait, tout cela s'est évanoui dans les brumes du temps, ne laissant que des pierres muettes que nous nous efforçons, avec nos outils conceptuels limités, de faire parler. Les grandes civilisations qui ont suivi, sumériennes, babyloniennes, assyriennes, hittites, perses, grecques, romaines, byzantines, ottomanes, ont toutes laissé leur empreinte sur cette région. Chacune a construit ses propres monuments, développé ses propres systèmes de croyances, proclamé à sa manière sa permanence et son importance. Et chacune, à son tour, a disparu, remplacée par de nouvelles formes sociales, de nouveaux récits, de nouvelles certitudes temporaires. Cette perspective vertigineuse nous invite à l'humilité. Nos propres constructions matérielles et conceptuelles, qui nous semblent si solides, si évidentes, si naturelles, sont tout aussi contingentes, tout aussi vulnérables à l'érosion du temps. Nos gratte-ciel en verre et en acier, nos réseaux informatiques globalisés, nos institutions politiques et économiques, nos systèmes de croyances et de valeurs, tout cela pourrait sembler aussi mystérieux et incompréhensible aux archéologues du futur que Göbekli Tepe nous semble aujourd'hui. Dans quelques millénaires, que restera-t-il de notre civilisation globalisée, numérisée, hyper technologique ? Quels aspects de notre monde sembleront aussi étranges, aussi difficiles à interpréter que ces piliers en forme de T, couverts de reliefs d'animaux sauvages ? Quelles théories élaboreront les chercheurs du futur pour expliquer nos comportements, nos motivations, nos systèmes symboliques ? Et combien de ces théories passeront complètement à côté de ce qui constituait pour nous l'essentiel, le cœur même de notre expérience vécue ? En même temps, le site nous offre une forme de continuité rassurante avec nos ancêtres les plus lointains. Malgré l'immense fossé temporel et culturel qui nous sépare des bâtisseurs de Göbekli Tepe, malgré toutes les différences dans les conditions matérielles, les technologies disponibles, les systèmes de croyances, nous pouvons reconnaître en eux des aspirations, des capacités, des préoccupations profondément humaines. Leur art nous touche directement, par-delà les millénaires. La finesse de leur sculpture, l'équilibre de leur composition, l'expressivité de leur représentation animale, tout cela nous parle d'une sensibilité esthétique, d'une recherche de beauté et de signification qui résonne avec nos propres quêtes. Leurs questions sur la place de l'humanité dans le cosmos, sur les forces qui gouvernent le monde, sur la relation entre vie et mort, entre nature et culture, entre individus et communautés, ces interrogations fondamentales demeurent les nôtres, même si nos réponses diffèrent. C'est peut-être là le message le plus important de Göbekli Tepe. L'humanité a toujours été pleinement humaine. Les femmes et les hommes qui ont sculpté ces piliers, qui ont participé à ces rituels, qui ont peut-être sacrifié ou été sacrifiés en ce lieu, n'étaient pas des primitifs dans un quelconque sens péjoratif, des êtres moins développés, intellectuellement ou émotionnellement que nous. Ils étaient nos égaux en intelligence, en créativité, en capacité d'émerveillement et de questionnement, en aptitude à la coopération sociale et à l'expression symbolique. Ils avaient simplement d'autres connaissances, d'autres technologies, d'autres récits pour donner sens à leur expérience. Et ces différences ne les rendent pas inférieurs, mais nous rappellent plutôt la diversité des voies que l'humanité a explorées au cours de son long cheminement, la multiplicité des réponses
que nous avons élaboré face aux défis et aux mystères de l'existence. L'histoire de la découverte et de l'interprétation de Göbekli Tepe est elle-même révélatrice de notre relation complexe au passé, de nos préconceptions et de nos angles morts conceptuels. Pendant des décennies, le site a été ignoré ou mal compris par les archéologues, précisément parce qu'il ne correspondait pas à nos attentes, à nos modèles préconçus de ce que devait être une société préhistorique, de ce dont étaient capables des chasseurs-cueilleurs primitifs. C'est seulement lorsque Klaus Schmidt a eu l'audace intellectuelle de remettre en question ces modèles, de considérer sérieusement la possibilité que des chasseurs-cueilleurs aient pu créer une architecture monumentale, que la véritable nature de Göbekli Tepe a pu être reconnue. Sa démarche illustre l'importance de l'ouverture d'esprit en sciences, de la capacité à remettre en question les paradigmes dominants face à des données qui les contredisent, même si cela implique de réviser profondément des théories bien établies. Cette leçon d'humilité épistémologique est précieuse. Elle nous rappelle que notre compréhension du passé est toujours provisoire, toujours conditionnée par nos présupposés culturels, nos outils conceptuels, nos méthodes d'investigation, toujours susceptibles d'être bouleversées par de nouvelles découvertes ou de nouvelles interprétations. C'est particulièrement vrai pour la préhistoire, cette immense période qui précède l'invention de l'écriture et représente pourtant plus de 99% de l'histoire humaine. Nos connaissances sur cette époque reposent sur des traces matérielles fragmentaires, souvent difficiles à interpréter, dont la signification originelle nous échappe largement. Nous sommes comme des détectives essayant de reconstituer un crime ancien à partir de quelques indices épars, sans témoins directs, sans traces écrites, sans contexte complet. Göbekli Tepe nous offre une fenêtre exceptionnellement claire sur cette préhistoire. Un témoignage direct et relativement bien préservé d'une époque dont nous n'avions jusque-là que des aperçus partiels. Mais même ce site remarquablement préservé garde une grande part de son mystère. Nous pouvons décrire ses structures, analyser ses sculptures, dater ses différentes phases d'occupation, mais les significations précises de ces symboles, la nature exacte des rituels qui s'y déroulaient, les croyances qui motivaient ces bâtisseurs, tout cela reste largement conjectural, sujet à des interprétations diverses et parfois contradictoires. Cette zone d'ombre irréductible est peut-être ce qui rend Göbekli Tepe si fascinant, si propice à la réflexion et à l'imagination. Il nous confronte aux limites de notre savoir, nous rappelle qu'une part importante du passé humain restera toujours inaccessible, inconnaissable dans sa plénitude. Cette incomplétude, loin d'être frustrante, est peut-être ce qui donne à l'archéologie sa dimension poétique, sa capacité à nous émouvoir et à stimuler notre imagination. En même temps, cette incertitude ouvre un espace pour la spéculation créative, pour différentes interprétations qui reflètent autant nos préoccupations contemporaines que les réalités préhistoriques. Chaque génération lit Göbekli Tepe à travers le prisme de ses propres questions, de ses propres anxiétés, de ses propres espoirs. Certains y voient la preuve d'une spiritualité primordiale, d'une quête de transcendance qui serait inhérente à la condition humaine, présente dès les premiers stades de notre développement culturel. Pour eux, Göbekli Tepe témoigne du besoin fondamental de donner un sens à l'existence, de se connecter à quelque chose qui dépasse l'individu, de créer des récits qui structurent notre expérience du monde. D'autres y lisent plutôt les premiers signes d'une hiérarchisation sociale, d'une manipulation idéologique des masses par une élite émergente. Dans cette perspective, les monuments et les rituels seraient des instruments de pouvoir, des moyens de légitimer des inégalités naissantes, de justifier le contrôle exercé par certains individus ou groupes sur les ressources collectives. D'autres encore y projettent des préoccupations écologiques, interprétant les représentations animales comme l'expression d'une relation plus harmonieuse avec la nature que celle qui caractérise nos sociétés industrielles. Göbekli Tepe deviendrait ainsi un rappel des liens étroits qui unissaient autrefois les humains au monde naturel,
avant que l'agriculture et la sédentarité ne créent une séparation croissante entre culture et nature. Ces lectures diverses, parfois contradictoires, ne sont pas nécessairement un problème, une faiblesse de notre compréhension archéologique. Elles témoignent de la richesse sémantique de Göbekli Tepe, de sa capacité à susciter la réflexion, à stimuler le dialogue entre différentes perspectives, à servir de support à des questionnements qui dépassent largement le cadre strict de l'archéologie pour toucher à des enjeux philosophiques, anthropologiques, spirituels. Elles nous rappellent aussi que le passé n'est jamais simplement donné, un ensemble de faits objectifs attendant d'être découverts, mais toujours reconstruit, réinterprété à travers les prismes de notre propre époque, de nos propres cadres, conceptuels, de nos propres préoccupations. Chaque génération pose ses propres questions aux vestiges archéologiques. Il cherche des réponses à ses propres anxiétés, à ses propres espoirs. Dans notre monde contemporain, marqué par des crises environnementales, des bouleversements technologiques et des tensions géopolitiques, Göbekli Tepe offre matière à diverses réflexions qui résonnent avec nos défis actuels. Il nous montre que des transformations sociales majeures, comme la transition vers l'agriculture et la sédentarité, peut-être la plus grande révolution dans l'histoire humaine avant l'ère industrielle, peuvent avoir des origines complexes, où les facteurs culturels et symboliques jouent un rôle aussi important que les contraintes matérielles. Cette perspective pourrait enrichir nos débats actuels sur les transitions nécessaires vers des sociétés plus durables, en nous rappelant que les changements profonds ne sont pas motivés uniquement par des considérations pratiques ou économiques, mais aussi par des visions du monde, des aspirations collectives, des constructions symboliques. Il nous rappelle que des projets collectifs ambitieux, mobilisant de larges communautés autour d'objectifs communs, sont possibles, même sans structure étatique formelle ou économie monétarisée, même dans des contextes technologiques relativement simples. À l'heure où nous cherchons des alternatives au modèle dominant d'organisation sociale, où nous nous interrogeons sur la possibilité de modes de coopération qui ne reposent pas uniquement sur la compétition marchande ou la contrainte étatique. Cette leçon historique mérite d'être méditée. Il souligne l'ancienneté et l'universalité du besoin humain de sens, de récits partagés, de connexion avec des réalités qui dépassent l'individu. Dans nos sociétés souvent fragmentées et atomisées, où la quête de sens individuel prend parfois des formes désespérées, ce rappel de notre nature fondamentalement sociale et symbolique résonne particulièrement. Ainsi, Göbekli Tepe n'est pas simplement un témoignage du passé, mais aussi un miroir dans lequel nous pouvons examiner notre présent et imaginer notre futur. Il nous invite à élargir notre conception de ce qui est possible, à reconnaître la diversité des voies que l'humanité a explorées et pourrait encore explorer, à nous émanciper des déterminismes simplistes qui réduisent la complexité des motivations humaines à quelques facteurs matériels. Le site continue d'ailleurs à évoluer, non seulement comme objet de recherche archéologique, mais aussi comme lieu culturel contemporain, comme point focal d'identité, de récits, de pratiques touristiques et éducatives. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2018, il attire désormais des dizaines de milliers de visiteurs chaque année, venus du monde entier pour contempler ces pierres millénaires et méditer sur leur signification. Un musée moderne a été construit à proximité, présentant les découvertes les plus significatives et les interprétations actuelles, offrant aux visiteurs des clés de compréhension tout en préservant une part de mystère. Des reproductions grandeur nature des enceintes, des moulages précis des reliefs permettent une expérience immersive, complétée par des reconstitutions numériques, des animations, des dispositifs interactifs qui rendent accessibles les connaissances archéologiques au grand public. Le site lui-même a été aménagé pour la visite, avec des passerelles surélevées qui permettent d'observer les structures sans les endommager, des panneaux explicatifs discrets, des zones d'ombre où les visiteurs peuvent se reposer et contempler le paysage qui s'étend à leurs pieds, peut-être en essayant d'imaginer ce que voyaient les bâtisseurs préhistoriques
lorsqu'ils gravissaient cette même colline il y a 11 millénaires et demi. Cette nouvelle vie de Göbekli Tepe, comme destination touristique et éducative, pose ses propres défis, ses propres questions éthiques et pratiques. Comment préserver l'intégrité du site face à l'afflux de visiteurs, aux inévitables contraintes liées à l'accessibilité, à la sécurité, au confort? Comment présenter sa complexité et ses incertitudes sans tomber dans la simplification excessive, sans réduire sa richesse à quelques formules frappantes mais réductrices? Comment respecter sa dimension potentiellement sacrée, sa signification spirituelle pour certains, tout en l'intégrant dans les circuits touristiques globalisés, dans les logiques économiques du tourisme culturel? Ces questions pratiques reflètent des dilemmes plus larges concernant notre relation au patrimoine archéologique en général, et plus particulièrement aux sites qui ont ou pourraient avoir une signification religieuse ou spirituelle. Les vestiges du passé sont à la fois des objets d'études scientifiques, des ressources économiques pour le développement local, des symboles identitaires pour diverses communautés et potentiellement des lieux de signification spirituelle, de connexion avec des réalités qui dépassent le cadre strictement matériel ou historique. Dans le cas spécifique de Göbekli Tepe, ces différentes dimensions semblent coexister relativement harmonieusement pour l'instant. Les autorités turques ont investi dans la protection et la mise en valeur du site, reconnaissant son importance pour le patrimoine national et mondial. Les communautés locales bénéficient du tourisme qu'ils génèrent, développant infrastructures d'accueil, services de guidage, production d'artisanat inspirés par les motifs préhistoriques. Les archéologues continuent leurs recherches méthodiques, publiant régulièrement de nouvelles découvertes, affinant notre compréhension du site. Et de nombreux visiteurs y trouvent une source d'inspiration personnelle, quelle que soit leur orientation spirituelle ou philosophique, un lieu de méditation sur les origines et le destin de l'humanité. Mais cette situation équilibrée reste fragile, susceptible d'être perturbée par différents facteurs. Le contexte géopolitique instable de la région, proche de la frontière syrienne, dans une zone où les tensions ethniques et religieuses sont vives, pourrait à tout moment menacer la préservation du site. Les pressions économiques pour une exploitation touristique plus intensive pourraient en compromettre son intégrité archéologique, sa dimension contemplative, sa capacité à nous connecter authentiquement avec le passé. Les interprétations idéologiques ou nationalistes pourraient détourner sa signification historique, l'instrumentaliser au service de récits identitaires exclusifs. Ces risques nous rappellent que notre responsabilité envers Göbekli Tepe et les autres grands sites du patrimoine mondial n'est pas simplement de les préserver physiquement, de les protéger des dégradations matérielles, mais aussi de maintenir ouverts l'espace d'interprétation et de réflexion qu'ils nous offrent, de résister aux appropriations réductrices, aux simplifications excessives, aux instrumentalisations idéologiques. Car c'est précisément dans cette ouverture, dans cette invitation à la curiosité et à l'émerveillement, que réside leur valeur la plus profonde. Göbekli Tepe nous confronte à l'étrangeté du passé, à l'altérité de modes de vie et de pensée radicalement différents des nôtres. Mais en même temps, il nous révèle une humanité partagée, une continuité fondamentale dans nos capacités créatives, nos aspirations collectives, nos questionnements existentiels. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette double perspective. D'un côté, l'immensité du temps qui nous sépare des bâtisseurs de Göbekli Tepe, près de 500 générations, un abîme temporel presque inimaginable, plus long que toute l'histoire écrite de l'humanité. De l'autre, la possibilité d'une forme de communication, d'une résonance émotionnelle et intellectuelle avec ses ancêtres lointains, à travers les pierres qu'ils ont sculptées, les espaces qu'ils ont créés, les symboles qu'ils nous ont laissés. Cette tension entre distance et proximité, entre altérité et familiarité, est peut-être ce qui rend l'expérience de Göbekli Tepe si puissante, si propice à la réflexion philosophique. Elle nous place dans une temporalité plus vaste que celle de nos vies individuelles ou même de notre civilisation actuelle. Elle nous rappelle que nous sommes les héritiers d'une histoire humaine immensément longue et diverse,
et en même temps les porteurs d'une responsabilité envers les générations futures, qui contempleront peut-être nos propres créations avec le même mélange d'émerveillement et de perplexité que nous ressentons face à Göbekli Tepe. Car tout comme les bâtisseurs de Göbekli Tepe ont créé quelque chose qui continue à nous parler 11 millénaires plus tard, nos propres actions et créations auront des conséquences qui se déploieront bien au-delà de notre horizon temporel immédiat. Que laisserons-nous derrière nous ? Quelles traces de notre passage sur cette planète seront encore visibles dans 10 000 ans ? Quel message, intentionnel ou non, transmettons-nous aux civilisations futures ? Cette conscience de notre inscription dans une chaîne temporelle de longue durée peut nous aider à développer une éthique de la responsabilité intergénérationnelle, particulièrement cruciale à notre époque, où les défis environnementaux et technologiques que nous affrontons ont des implications à très long terme. Notre gestion des ressources non renouvelables, notre impact sur la biodiversité, nos expérimentations génétiques, nos déchets nucléaires, nos émissions de gaz à effet de serre, autant de domaines où nos actions présentes façonneront le monde que connaîtront des générations encore à naître. Peut-être aussi éloignés de nous dans le futur que les bâtisseurs de Göbekli Tepe le sont dans le passé. En ce sens, Göbekli Tepe n'est pas seulement un site du passé, mais aussi un site pour penser l'avenir. Il nous invite à adopter ce que les philosophes appellent parfois la vue de Sirius. Cette capacité à nous décentrer, à considérer notre monde actuel avec un certain recul, à l'inscrire dans des échelles temporelles qui dépassent largement notre expérience quotidienne. C'est peut-être là, finalement, la leçon la plus précieuse de ce temple mystérieux érigé au sommet d'une colline anatolienne. Nous rappeler que l'humanité est à la fois beaucoup plus ancienne et beaucoup plus diverse que nous ne l'imaginons. Spontanément, capable de créations qui défient à nos attentes et nos préconceptions, et que notre présent n'est qu'un moment fugitif dans une histoire qui se déploie sur des dizaines de millénaires. Cette perspective n'est pas nécessairement déprimante ou nihiliste, comme si elle réduisait nos vies individuelles à l'insignifiance face à l'immensité du temps. Au contraire, elle peut être source d'une forme particulière de sérénité, d'un sentiment d'appartenance à quelque chose qui nous dépasse, d'une reconnaissance de notre place modeste mais significative dans le grand récit de l'aventure humaine. Elle peut aussi nourrir une forme de confiance prudente dans les capacités de notre espèce à faire face aux défis qui l'attendent. Après tout, si nos ancêtres ont pu s'adapter à la fin de la dernière glaciation, inventer l'agriculture, développer des systèmes symboliques complexes et construire des monuments qui défient encore notre compréhension, peut-être pouvons-nous espérer que nous trouverons également des réponses créatives aux crises de notre temps. Non pas que cette adaptation soit garantie ou automatique. L'histoire et la préhistoire sont aussi pleines d'exemples de sociétés qui n'ont pas su répondre adéquatement aux changements de leur environnement ou aux conséquences de leurs propres actions. Mais Göbekli Tepe nous rappelle l'extraordinaire plasticité des organisations humaines, leur capacité à se réinventer, à explorer de nouvelles voies face à des circonstances changeantes. C'est avec cette réflexion à la fois humble et confiante que nous terminons notre exploration de ce site fascinant. Göbekli Tepe reste et restera partiellement énigmatique. Ses secrets les plus profonds ne nous seront probablement jamais complètement révélés. Mais c'est précisément cette part d'inconnu, cette résistance à nos catégories et à nos explications, qui en fait un lieu si fertile pour la pensée, alors que vous fermez doucement les yeux, bercé par ce récit d'un passé lointain. Peut-être pouvez-vous imaginer, juste un instant, les nuits étoilées au-dessus de cette colline anatolienne, il y a 11 500 ans, les feux qui brûlent dans l'obscurité, projetant des ombres dansantes sur les piliers sculptés, les silhouettes des piliers monumentaux qui se découpent contre le ciel constellé d'étoiles, les chants et les danses des rituels, rythmes ancestraux qui résonnent encore faiblement à travers les millénaires, les visages concentrés des sculpteurs travaillant la pierre à la lueur des torches, leurs mains habiles
guidant les outils de silex sur la surface calcaire. Les discussions animées des chamans débattant de cosmologie autour d'un feu, élaborant des théories sur l'origine du monde et la destinée humaine. Les regards émerveillés des enfants découvrant pour la première fois ce lieu sacré, touchant avec révérence les reliefs d'animaux, écoutant les explications des anciens. Tous ces êtres humains, si distants et pourtant si proches, partageant avec nous l'expérience fondamentale de la conscience, de l'émerveillement face au mystère du monde, de la quête de sens et de beauté. Dans ce moment de connexion imaginaire avec nos plus lointains ancêtres, peut-être pouvez-vous ressentir quelque chose de la continuité de l'expérience humaine à travers les âges, de cette étrange et merveilleuse aventure que nous poursuivons collectivement depuis des centaines de milliers d'années. Et peut-être, dans cet état entre veille et sommeil, pouvez-vous entrevoir non seulement le passé de notre espèce, mais aussi ses futurs possibles, les temples, les cités, les œuvres d'art, les formes de vie communes que les générations à venir créeront à leur tour, inspirées en partie par les traces que nous leur laisserons, tout comme nous sommes inspirés par les pierres sculptées de Göbekli Tepe. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime.